Bonjour à tous, c'est bien installé, ça fait plaisir de vous voir. Du coup, petite présentation sur le projet du labo et de notre histoire derrière, qu'il y a derrière ce gros projet. Je vais laisser Brice introduire tout le début, et puis ensuite, au fur et à mesure, mes différents camarades vous parleront de tout le projet. Bonjour à tous. Donc là, on va vous parler d'un projet qui nous tient réellement à cœur et qui risque même de durer plusieurs années, même après nos études, vu l'ampleur que ça a pris. Mais avant toute chose, je vais vous présenter donc l'équipe. Donc, nous avons donc notre cher Gabin Lanor ici, qui est notre chef projet réseau, qui est notre chef projet DevOps et qui va s'occuper d'OpenStack, du déploiement d'OpenStack. Et donc nous trois, donc François, Jules et moi-même, donc on est responsable de tout ce qui est la gestion du réseau et de la sécurité. Donc il faut savoir qu'on est des étudiants de 5e année de CRC. Donc on s'occupe du cloud depuis plus d'un an à peu près. On s'arrache la tête depuis plus d'un an et c'est vrai que c'est un boulot qui nous demande énormément de taf entre le travail, l'alternance et les cours. C'est bon, tu peux passer à la suite. Donc ça, c'est l'achat serveur quand on l'a récupéré, le jour où on l'a récupéré. Et elle était à l'abandon. Donc on a eu justement, on a demandé à monsieur Henou et l'ESJ de pouvoir le récupérer, justement pour en faire un projet pédagogique à but justement dans l'optique de monter un cloud privé pour les étudiants, pour que vous puissiez, vous et les futurs étudiants, avoir accès à une certaine ressource, telles que les serveurs de stockage, le serveur de nœuds de calcul et des instances. Donc voilà, il nous a pris à peu près 2 semaines justement pour tout ranger, tout mettre à plat. Donc on a tout remis à plat, on a tout sérialisé, on a fait l'inventaire de tous les serveurs en fait. Voilà. C'est ça, sachant que le gros problème qu'on avait dans ce matériel, c'est quelque chose qui se voit pas, mais une bonne partie du matériel était tellement vieux que le mettre en production, ça pouvait juste fabriquer un petit feu de camp au sein de l'école, chose qu'on évite de faire quand même, parce que ça peut causer pas mal de problèmes. Et il faut savoir qu'on a gagné même une baie entière, une baie complète, juste en rangeant. Le matin extant, vous avez dû mettre des mises à jour, des firmware sur des Ouais, choses. c'est ça. J'imagine qu'elle n'était pas notée. Justement, on a un des membres du labo que vous connaissez bien, Ah oui. qui est passé, qui a mis à jour justement tous les switches qui sont sur le côté. Et c'est très pratique pour les événements. Brice va y venir juste après, où justement on a cette stack de switch qui est utilisée pour tous les événements. On passe. Donc il faut savoir que nous, on fait pas que de l'OpenStack, on fait aussi, on propose des services et on est à cœur, on est dans tous les projets de l'ESJ, donc tels que le Linux Day, la Mainbreak et le Clash des écoles. En fait, on leur permet d'avoir une interface réseau et les interconnecter entre eux. Et on a également un service d'hébergement. On peut, effectivement, donc sous l'autorité de l'ESGI, on peut héberger des serveurs de jeux. Alors, c'est plus pour les associations de l'ESGI, telles que Minecraft et CSGO. C'est bon, tu peux vas-y. Et puis bien sûr, après, on a le dernier projet qui est le plus important pour nous, qui nous prend le plus de temps, c'est le cloud privé. Euh, Donc ça, c'est un exemple de la Mindbreak. Donc là, on a dû configurer tous les switches en amont, donc avant de les déployer en salle. Et donc là, on peut voir celle de la 2023 et la 2024. Il y a une grande évolution par rapport, l'infra était plus petite, donc elle a évolué. Et là, on a mis donc un monitoring qui permet de suivre justement toute l'infra réseau en temps réel. Et donc, je vais vous laisser la parole à François qui va vous parler un peu plus du cloud. Bonjour à tous, moi c'est François, je suis alternant chez Orange Business Service en tant qu'ingénieur réseau et système et je vais vous parler de la création des tout débuts du cloud, comment le concevoir, comment ça s'imagine, parce que c'est difficile, le travail d'architecte. Donc pour en arriver là, à cette infrastructure hardware, dans un premier temps, il faut prendre quel équipement. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que les technologies utilisent? Qu'est-ce que sont les prérequis? Par exemple, on peut citer pour Ceph, il conseille d'avoir une interconnexion pour la synchronisation de l'espace de stockage de 50 Go. Donc c'est déjà énorme. Donc il faut penser à une bande passante d'au minimum 50 Go pour le réseau interne. Donc on se note ça. Après, sur d'autres services, ils demandent des bandes passantes de 20 Go.
plein de petits trucs comme ça à prendre en compte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos nœuds de calcul sont interconnectés avec un switch derrière qui est sur une particularité, c'est une fusion entre entre deux constructeurs, HP et Cisco, qu'ils ont fait HPE Comware. Ces petites bestioles ont des ports spécifiques QSFP+, donc il faut se mettre ça aussi dans la tête. Donc ça veut dire qu'il faut que j'interconnecte mon infra avec du QSFP+, donc il faut que ça soit compatible avec mon cœur de réseau. Donc comment j'imagine mon cœur de réseau, quel équipement prend. Donc tout plein de questions qu'on doit se poser pour bien réaliser, pour bien monter notre infrastructure. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la moindre information, que ce soit un port, que ce soit sa speed, que ce soit un câble, que ce soit un prérequis. Tout est important et le moindre « oh, ça va passer, on espère », c'est mort. On a eu des surprises à cause de ça et on a dû les régler. Donc comme vous pouvez le voir, on a 4 serveurs de stockage. On a un serveur pour la backup des VM, donc Proxmox Backup. Tout ça va être parlé en profondeur par Gabin. Notre contrôleur, notre cluster Proxmox. Nos firewalls, OpenSense. Quelques brises va rentrer dans le détail. Ici, vous ne voyez pas, c'est caché, mais c'est derrière pour des raisons d'optimisation et de cable management. On a toute notre backbone réseau avec des microtiques en 100G. Et on a tout le noyau de calcul, une blade C7000, où ce sont des lames, et chaque lame, c'est un serveur. Il faut vous imaginer qu'une lame, c'est un serveur comme ça, tout simplement. Et donc, toutes ces lames sont blindées à mort de processeurs et de RAM pour avoir le plus de performance au niveau calcul. Et donc, on en vient à ça, cette architecture. Pour vous dire, cette architecture-là, c'est la V7. Ça veut dire qu'il y a eu 7 architectures avant, qu'on a conçues, qu'on a pensées, et qu'on a essayé de mettre en place. Moi, au tout début, jeune insouciant et rêveur, je suis là, je vais faire une architecture full. Il y a des gens du réseau ici, qui se connaissent en réseau. Je vais faire que de la couche 3, je vais faire de l'OSPF, je vais faire ça va l'autre balancer dans tous les sens, c'est cool, VRF. Allez, vas-y, je mets tout. Monsieur Guillemot, notre prof de réseau, m'a dit « Pourquoi tu déploies une fusée pour aller à ta boulangerie à 100 mètres ?» Il m'a dit « On calme les ardeurs, on redescend d'une couche. » Et il nous a dit « Sous-estime pas spanning tree. » Et donc, pourquoi retourner en couche 2 aussi? C'est que pour le troubleshoot, imaginons un jour où moi et Jules, nous ne sommes pas disponibles, je ne sais pas où, par exemple, un professeur tel que Madame Oulmy ou Monsieur Guillemot, qui ont des très bonnes bases en réseau et qui sont confirmées, pourront troubleshoot facilement de la couche 2. C'est basique, tout le monde connaît, et il n'y a pas besoin de savoir ce que la personne a fait en amont en configuration, parce que c'est simple à lire et décoder. Que de la couche 3, il faut comme rentrer dans la tête de la personne, quel routage elle a fait, quelle politique, qu'est-ce que les VRF font. Donc on perd du temps en troubleshoot sur des potentiels problèmes, donc on complexifie beaucoup l'infra pour rien. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, plus vous mettez de protocoles de niveau 3, plus vous rendez lent votre réseau. Pourquoi? Un protocole de niveau 3, il va réfléchir et créer des calculs. Donc, votre équipement, le processeur, va utiliser des ressources pour ces calculs de réseau. Imaginons, vous avez 1 ou 2 connexions de niveau 3, par exemple un VXLAN. Ok, c'est pas beaucoup, ça va aller vite. Mais imaginons, vous en avez 1000. Et bien là, catastrophe, tout votre réseau va congestionner et vous allez créer d'énormes lenteurs sur votre réseau pour rien. Donc, on en est arrivé à cette V7, complètement microtique en backbone sans G, pour respecter les normes. Une interconnexion en 50G pour le stockage, pour respecter Ceph. Une connexion 40G au niveau des enclosures, des switches enclosures, donc les nœuds de calcul. Et du 25G au niveau des contrôleurs. Et bien sûr, du 25G aussi sur les firewalls. Même si, vous allez me dire, bien sûr, le SGI, ils n'ont pas de fibre 25G en WAN, c'est sûr. Mais nous, notre boulot, c'était de redonder tout avec les plus grandes bandes passantes possibles. Donc on a mis ce qu'on pouvait. Donc, la part des choses est faite. J'ai laissé mon collègue Jules introduire le réseau et les détails du réseau. Ouais. Bonjour, donc moi c'est Jules, ingénieur système et réseau.
Donc je vais vous parler un peu plus en détail de ce que François a présenté brièvement. Donc ici, on est en 50G comme l'a dit François. Alors ce n'est pas des câbles de 50G, peut-être que certains d'entre vous le savent. Les normes de câbles optiques ou DAC, ça va être du 25G avec le SFP28, du 10G avec le SFP, du 40G avec le QSFP+, du 10G avec le QSFP ou QSFP28 sans G. Donc, ici, on a deux câbles de 25G en SFP28 qui sont agrégés en LACP avec le protocole Balance XOR pour vraiment profiter de la bande passante de 25G et répartir la charge dès le début. On est bien évidemment connecté sur deux MLS, donc MLS pour ceux qui ne savent pas, Multi-Layer Switch Protocol, qui font du L2 et du L3. On est connecté sur deux MLS différents, ce qui nous permet de pouvoir perdre un MLS, on continue de tourner. Alors là, vous me direz, pourquoi est-ce que on a mis 1, 2, 3, excusez-moi, le réseau de cette manière-là. Je me suis perdu, excusez-moi. Je retrouve mon fil. Donc, pour pouvoir reprendre la main sur l'autre MLS, on fait une boucle de réseau. Là, vous voyez, on a une boucle. Donc, spanning tree. Donc, la meilleure alternative de spanning tree sur le papier, c'était MSTP, donc Multiple Spanning Tree, qui permet d'envoyer la moitié des VLAN par ce switch-là, l'autre moitié par ce switch-là. En cas de défaillance d'un switch, on passe tout par le même. Seul problème, pour faire du spanning tree sur un serveur, il vous faut un agent OpenVSwitch. OpenVSwitch ne supporte plus le Multiple Spanning Tree depuis quelques années. À cause de beaucoup de problèmes, ils ont arrêté la maintenance, ils l'ont même décommissionné de la nouvelle version. Du coup, on a opté pour Rapid Spanning Tree, qui est encore supporté, qui vous permet d'avoir des temps de convergence quand même très courts. Donc, on a un switch virtuel sur les 4 serveurs de stockage, une interconnexion en 100G sur tous nos MLS. On est uniquement en L2 sur routeur 4, routeur 3. Ici, vous avez une agrégation en LACP. C'est les seuls équipements non microtiques de l'infrastructure. C'est le HPE Comware. C'est propriétaire, donc HPE en consortium avec Cisco. Et en dessous, vous avez l'enclosure. Il faut imaginer que ces switches-là relient chacun des blades que François vous a présenté tout à l'heure en 10G, en 2 ports 10G, sur lesquels vous avez également des switches virtuels OpenVSwitch pour faire du Rapid Spanning Tree. Et ensuite, ici, on a un seul câble de 25G, vu qu'on a besoin de moins de bande passante pour le contrôle. C'est exclusivement de la connexion VPN et de l'API, donc pas besoin de bande passante de 50G. Ici, on aurait bien voulu descendre en 100G. Malheureusement, avec nos générations d'enclosure, le maximum qu'on pouvait atteindre, c'était du 40G. Quand François vous parlait tout à l'heure de ne pas acheter notre matériel un peu à l'arrache et de vous assurer de comment il fonctionnait, on a une surprise. Ici, pour pouvoir communiquer avec ici, pas d'autonégociation. Parce que MikroTik, propriétaire HP, pas d'autonégociation. Ça veut dire définir la bandwidth, le speed, le bitframe à la main. Il faut le savoir. Quand vous ne le savez pas au début, vous avez juste un message error sur la négociation. Ensuite, on se connecte, on arrive sur la partie L3. En L3, vous avez les routeurs 1 et 2 qui communiquent en L3 uniquement à partir de là. C'est-à-dire que ici, vous avez un LAN en slash 30, un LAN ici en slash 30, un LAN ici en slash 30, et là aussi. Ça aurait été plus logique de faire une VRRP. Je ne sais pas si vous connaissez, VRRP Master Slave. En gros, vous avez une IP virtuelle. Par défaut, elle pointera sur le Firewall 1, puis Firewall 2. On ne peut pas, du fait de la technologie Breakout. Ici, le câble Breakout qu'on a utilisé, c'est un seul câble qui se sépare en 4. Vous n'êtes plus dans le même domaine de diffusion pour l'ARP. J'espère que je ne suis pas trop technique réseau, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si jamais vous avez une question. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. L'ARP, malheureusement, le breakout, ça rend inopérant. Donc, on est obligé de faire full L3 avec des routes statiques, étant donné qu'on n'a que 2 routes par MLS, avec une métrique plus basse sur la route vers Firewall 1, vu qu'on veut toujours passer sur Firewall 1. En cas de défaillance, on va passer sur Firewall 2, donc une métrique un peu plus haute. Problème, c'est des ports optiques. Vous redémarrez votre Firewall, la liaison optique reste up, la route ne bascule pas. Pendant les 5 minutes de redémarrage du Firewall, vous n'avez plus le WAN. Donc sur les MikroTik, on a une autre solution, c'est mettre un check ping, qui est tous les 5 secondes, il envoie un ping pour vérifier s'il est encore up, et ensuite, s'il est down, il bascule sur le 2. Voilà pour la partie L3. Dernier petit point L3,
ce sont les routeurs cœur qui font le routage inter-VLAN. Pour passer du VLAN, par exemple, utilisateur au VLAN admin, ça se fera ici. On ne remontera pas au firewall. Raison de simplicité. Pour l'instant, pendant la mise en place de l'OpenStack, afin de troubleshoot de manière plus facile, tous les réseaux peuvent communiquer entre eux. Quand on vous ouvrira l'accès, ça ne sera plus le cas. On va bien s'assurer de ça. Pour éviter de perdre du temps sur un simple flux réseau qu'on a mal ouvert. Ensuite, si tu mets l'autre slide, sur la partie L3, donc comme je vous disais, le routage inter-VLAN se fait ici. Vous avez 10 VLAN différents. Je ne vous détaillerai pas trop l'architecture pour des raisons de sécurité. Si vous savez lequel réseau est admin, c'est celui que vous savez taper. Vous le savez très bien. Donc, VRRP authentifié sur les 10 pour passer par défaut sur routeur 1, puis routeur 2, et après remonter firewall 1 ou firewall 2, en fonction de celui qui est up. Globalement, c'est tout pour la partie réseau. Là, je suis en /24. Alors, oui, /24, il faut savoir que ces réseaux-là, ce n'est pas les réseaux dans lesquels vous évoluerez. Ces réseaux-là, c'est uniquement les réseaux des différentes API, des DMZ ou des services exposés. Les réseaux dans lesquels vous évoluez, ce sont des réseaux virtuels, sur lesquels François vous en reparlera tout à l'heure. Je vais laisser la place d'ailleurs à Brice pour vous parler de la partie firewalling. Donc la partie firewalling, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Pour le moment, pas grand-chose. Attends, oui, Pardon. oui, une J'ai question. une question sur Ouais. la code des réseaux. Ouais. Pourquoi vous avez choisi l'IPv4? Alors, pourquoi l'IPv4? Parce que on va dire, c'est classique et on est obligé de l'utiliser. C'est que pour faire de l'IPv6, pour faire du routage IPv6, il te faut des protocoles adéquats que là, on ne peut pas utiliser. Sauf erreur de ma part, IPv6 sur du spanning tree, j'en ai pas la connaissance. Donc c'est pas compatible en fait. Après aussi, c'est l'état de l'art. IPv4 est là depuis toujours, on fait tout en IPv4, en entreprise, même si à l'heure actuelle, on essaie de pousser les gens à aller vers l'IPv6 parce que comme vous savez, il n'y a plus de blocs vendus d'IPv4 dans le monde, mais on peut toujours en louer bien sûr, mais il n'y en a plus d'achetables. Donc c'est sûr qu'on a des limites, mais vos opérateurs ou même des grandes entreprises sont déjà en full IPv6 et font même les deux, IPv4, IPv6. Donc comme vous pouvez voir même sur vos box, souvent vous faites quel est mon IP sur Internet, ils vont vous sortir deux IP, une IPv6 et une IPv4, sur les trois quarts des opérateurs, que ce soit Free ou Orange. En tout cas, c'est sûr et certain que vous aurez deux IP. De plus, si je peux me permettre, l'IPv4 sera beaucoup plus simple à troubleshoot pour beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde qui maîtrise plus facilement IPv4 que IPv6. Si demain on n'est plus là... Après, c'est un autre débat. Dans 15 ans, je pense que la balance s'inversera. Je pense que les gens maîtriseront les deux, parce que si vous passez des certifs, que ce soit Cisco ou autre, Cisco met beaucoup un point d'honneur sur l'IPv6 et le met de plus en plus dans la certification. Donc dans tous les cas, vous serez obligé de vous former à l'IPv6 tôt ou tard. D'autres questions? Donc pourquoi OpenSense? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Non, parce que bon, l'interface graphique est quand même beaucoup plus intuitive comparée aux autres solutions. Elle est quand même aussi très robuste et très fiable, donc elle a aussi une grande évolutivité grâce donc, aux plugins qu'on peut mettre assez facilement, installer assez facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc au niveau des fonctionnalités, on a une achat, donc haute disponibilité entre les deux firewalls. Donc il y a un lien entre les deux, donc via un lien sync, et on utilise donc c'est un master slave. Et donc on utilise donc le protocole CARP, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est quand on va changer les paramètres sur un firewall, ça va automatiquement le dupliquer sur le deuxième. Et le but, c'est si un firewall tombe, le deuxième reprend le relais instantanément. Et si, par exemple, le premier revient, et du coup, ça refait le master redevient master, et le slave redevient slave. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, au niveau des règles, bon, ça reste un firewall. Hein, donc, au niveau des règles, on est sur la politique de bloquer tous les flux et de les ouvrir au compte-gouttes en fonction de la demande. Donc voilà, donc après, c'est pour le moment. Je vais me permettre d'ajouter sur OpenSense aussi. Pourquoi on a utilisé OpenSense? C'est que ça a été un fork de la communauté de pfSense, parce que pfSense a de nombreux CVE qui n'ont pas été patchés. Et du coup, la communauté a commencé un peu grincer des dents.
et du coup, on forquait avec OpenSense. Et moi, je vous conseille, si vous cherchez un firewall open source, OpenSense, c'est très bon parce qu'il est maintenu par la communauté, qui est très active dessus, et qui veut que ça reste gratuit. Parce que pfSense est en train de passer un peu l'arme côté privé et payant. Donc OpenSense, c'est vraiment soutenu par la communauté, et les CVE sont patchés rapidement. Les CVE, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est failles de sécu sur l'application. Donc, Si je peux me permettre, pour ajouter pour la réponse, je repensais à pourquoi l'IPv4. C'est-à-dire que nos IPv4, elles ont été réfléchies. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser. Tu avais 10, là par exemple, 10.1 numéro, .0, la partie host qu'on utilise sur notre slash 24. C'est pas faux hasard. 10, bon, c'est un range d'IP privé. 108, c'est l'ID de notre VLAN. Pourquoi l'ID du VLAN il n'est pas sur le 3e octet? Tout simplement, si demain on veut passer en slash 24, slash 23 ou slash 22, si on avait mis ici l'octet, ça avait changé tout le plan d'adressage. Là, on a juste à modifier les masques et on peut continuer d'étendre sans rien modifier. Voilà. Du coup, bon, c'est OK pour moi pour le firewall. Je vais laisser la parole à Gabin qui va rentrer plus en détail sur la partie OpenStack. Bien, maintenant on va pouvoir passer à la partie rigolote qui est la raison de nos mal de tête permanents sur ce projet. L'objectif de base, c'est de vous fournir à tous des instances pour que vous puissiez faire vos cours, que ce soit des machines Linux, des machines Windows. C'est pas encore fonctionnel, ça fonctionnera plus tard. Et après, il y a toute l'archi réseau aussi qui va derrière, et c'est pour ça qu'on a un truc si puissant derrière. Donc OpenStack, c'est gentil, c'est super, c'est ce qu'OVH utilise pour ceux qui étaient présents à la présentation juste avant. Mais sauf qu'il faut le mettre en place. Donc du coup, rapidement, je vais vous dire un peu les services que l'on a besoin. Déjà, pour OpenStack, il faudrait qu'on puisse s'identifier. Donc on a Keystone, ici. C'est bien s'identifier, mais on a également besoin d'un autre service, on a besoin de l'image de démarrage. C'est-à-dire qu'en fait, dans OpenStack, quand on va démarrer un OS, on ne va pas l'installer. Il y a déjà une image préinstallée de cet OS, il est juste cloné, et ensuite ce système démarrera dessus. Donc du coup, pour ça, nous utilisons Glance, qui gère le système d'image. Après notre machine, il lui faut évidemment du réseau. Donc du coup, nous avons Neutron présent juste ici, et absolument pas, ça c'est Nova, je viens de confondre. Donc pour une machine, il faut bien les machines, donc il faut Nova. Et ensuite, pour le réseau, il faut Neutron. Derrière tout ça, nous avons Cinder. Cinder, c'est le composant qui va gérer toute la gestion des disques virtuels au sein d'OpenStack. C'est-à-dire que c'est bien, vous avez votre machine, mais votre disque, il faut qu'il soit stocké quelque part. En l'occurrence, chez nous, il est stocké dans Ceph. Et donc, du coup, Cinder, lui, sert à faire le proxy entre la gestion et l'allocation des disques dans Ceph et la connexion de ce disque dit à la machine virtuelle en question. Et le dernier dans tout ça, évidemment, nous avons Horizon. Il y a un nouveau dashboard qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la dernière release, il y a un mois. On va travailler encore sur l'ancien parce que ça va être trop long de réintégrer des nouvelles choses, parce que je vais vous montrer après comment tout est fait. Et il y a vraiment beaucoup de travail. Donc Horizon, c'est tout le dashboard web, c'est ce qui va vous permettre, vous, directement d'exploiter les ressources au sein de cet OpenStack. Maintenant, à quoi ça ressemble réellement derrière? Ça ressemble à ça. Bon, quand on voit ça, ça fait peur, hein. Mais en réalité, c'est pas si dur que ça. Là-dedans, on a vraiment beaucoup de détails. Je vais déjà retirer ce qui n'est pas essentiel. Donc ici, nous avons ces deux parties ici dont on n'a absolument pas besoin. Ironic, qui est la partie qui déploie la partie hardware qui n'est pas essentielle non plus. Ici, nous avons la partie compute. C'est ce dont j'ai parlé, ce qu'on appelle Nova. Nova, lui, le concept, c'est qu'il va y avoir un serveur principal qui va gérer les requêtes et un serveur qui va recevoir tout ce travail à faire. Donc pour ça, ça fonctionne, on a besoin de 3 services. On a une base de données pour qu'il puisse communiquer avec son API. On a un RabbitMQ qui va être en fait un système de postier pour vas-y, crée-moi une machine, et un des workers va s'occuper de créer sa machine et de répondre que c'est fait. Et le dernier, c'est le cache, parce que vous ne vous rendrez jamais compte à quel point OpenStack peut être très lent si vous n'avez pas de cache, et surtout, vous ne pouvez pas clusteriser les services si vous ne mettez pas de cache. Donc, dans votre cas, vous allez souvent arriver depuis Horizon, qui est l'interface graphique web que vous avez tous, ou sinon, vous pourrez arriver depuis Keystone. Keystone, j'ai dit, c'est le système d'identité, c'est-à-dire que c'est lui qui va vous guider partout dans l'infra. À partir du moment où vous voudrez lister vos machines virtuelles, c'est Keystone qui va savoir quelle API il faut aller interroger, comment dire qui vous êtes à l'API en question, et surtout vous répondre au final, c'est l'API qui vous dira le résultat. À côté de tout ça, nous avons ici Cinder, dont je vous ai parlé avec, encore une fois, l'API, le système de message queue, la base de données, ce qui sert à allouer les volumes, l'emplacement où il y a le provider, et les schedulers. On a ici le système d'image, le système de réseau, on en reviendra après dans le détail, parce que c'est très compliqué aussi. Les deux qui sont là ne sont pas essentiels non plus, et on a Keystone, comme je l'ai dit, qui sert à toute l'identification. Bon, quand on voit ça, c'est tendu, mais du coup, il faut déployer tout ça, c'est bien gentil. Donc pour déployer tout ça, mon meilleur ami, Proxmox. Pour une raison simple, une règle que j'ai mise, c'est on met de l'open source au maximum.
parce que j'ai pas envie que d'un moment, on ait une personne qui vienne nous dire bonjour, il va falloir payer les licences, sachant que l'objectif est purement un but éducatif pour tous les étudiants. Donc du coup, on est au maximum dans l'open source. Il y a un seul Windows qui traîne, qui est quelque part là-dedans, qui nous sert de TSE pour des serveurs en génération 7, mais c'est du détail. Donc du coup, le cluster Proxmox, ce sont les 3 machines que nous avons vues tout à l'heure sous HP. On a un petit peu de puissance, 500 Go de RAM, 70 RAID à peu près. Et le stockage qu'on voit tout là-bas, en fait, ce n'est pas le stockage directement sur ce cluster-là. Avant, ce cluster-là avait son propre cluster Ceph, ce qui était super, parce que du coup, on avait un cluster Ceph dédié à toutes les VM qu'on va vous donner, et un cluster Ceph dédié au fonctionnement de Proxmox en lui-même. Bon, alors on a tenu 6 mois avec, puis on l'a retiré, pour beaucoup de problèmes. Sûrement des problèmes de configuration matérielle, mais aussi parce qu'on a eu quelques soucis. Je vous montre un petit graphique de différence. On a fait une migration, justement, des VM de production qui étaient à l'intérieur du Proxmox vers le Ceph externe qui va être utilisé au sein de l'OpenStack. Et on se rend compte tout de suite, au moment où j'ai migré toutes les machines autre part, donc ça c'est le monitoring d'une machine virtuelle qui était dedans et qui faisait beaucoup de travail, on se rend compte que d'un coup, la latence sur les disques est beaucoup ralentie. Pareil, la file d'attente, ici des fois il y avait beaucoup d'attente sur les IO, et là d'un coup ça s'est tout de suite écrasé, il n'y a plus rien. Pareil au niveau d'attente pour faire encore des actions. On voit en fait que beaucoup de choses se sont stabilisées. Ici nous avons beaucoup de drops, ça s'est restabilisé, on a encore des spikes, mais ça c'est pas ce qui est plus grave. Donc on voit en fait que ça stabilise beaucoup plus de l'avoir migré sur un Ceph dédié. Maintenant je vous dis Ceph depuis tout à l'heure, mais Ceph qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, on a choisi Ceph pour une raison simple, c'est que c'est très scalable. Je vous montre ça, les slides juste après. Mais l'objectif de Ceph, c'est que vous avez plusieurs serveurs, où vous mettez votre data à l'intérieur, vous pétez un serveur ou un disque, vous y aurez toujours accès. Il est capable en fait de récupérer cette data, de la redupliquer comme il faut, histoire que vous retrouvez toujours vos petits derrière. Et ensuite, Ceph, c'est quelque chose qui est vachement bien intégré au sein d'OpenStack. C'est plutôt OpenStack qui s'est très bien intégré à Ceph. Par exemple, ici, on revoit ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on parle de Cinder et de Glance. Glance, la gestion des images de démarrage, et Cinder, la gestion des disques pour les machines virtuelles. En fait, ces 2 éléments-là sont connectés à Ceph. Ceph a 3 façons de communiquer dessus. On a le RBD qui est un stockage par bloc. On a le RGW qui, lui, c'est le stockage S3. Donc, c'est pour ceux qui ont déjà fait du AWS. Avec du S3, bah, c'est exactement pareil, c'est à peu près les mêmes API. Swift, c'est un des services OpenStack avec Manila. Swift, il me semble, bah, c'est en fait la version S3 d'OpenStack, et Manila, la version file system. Et du coup, on a CephFS, c'est un E mais c'est un F normalement, qui lui est purement de la gestion de disques, et il peut être connecté par exemple au sein des Windows quand vous voulez mettre des partages en réseau. Et ensuite, Ceph, lui, bah, il va se connecter à toute l'infra qui est en dessous, et qu'est-ce qui se passe en dessous? Ben, en réalité, il se passe tout ça. Donc rapidement, la façon dont Ceph est connecté, Ceph a 2 réseaux. Il a besoin de réseau 50G, certes, ça c'est dans la doc, mais surtout il a besoin d'un réseau interne pour pouvoir répliquer ses disques entre lui. Ce qu'on appelle les OSD, ce sont les disques qui sont à l'intérieur du serveur. Le MDS, le Metadata File System, c'est ce qui correspond en fait pour la librairie CFFS. Là en l'occurrence, on n'en a pas besoin dans ce cas-là, vu que chez nous on n'en a pas. Et les monitors, c'est toute la partie qui va en fait surveiller tout le fonctionnement du Ceph et s'assurer que tout est bien répliqué. Là, c'est un petit exemple de comment se réplique. On va imaginer que chacun des points bleus ici actuellement est un serveur en lui-même, ou on va dire un disque, mais là on va dire purement un serveur. Et je sais pas, vous lui donnez un objet. Cet objet, il va être découpé en plein de petits morceaux. Et on voit par exemple que l'élément rouge, eh ben, il est présent une fois ici et une fois là. Et mettons que je casse celui ici, le moniteur va s'en rendre compte, et va reprendre le rouge qu'il a déjà ici, il va le recopier autre part. Et l'avantage derrière ça, c'est vraiment que le moindre truc qui pète, il va être capable de se stabiliser. Après, il faut savoir comment vous les configurez dans le détail. Si vous préférez que d'un coup, toutes les actions qui sont en train d'être faites sur l'ESA soient ralenties le temps qu'il restabilise, ou si vous préférez que ça continue d'avancer et qu'il restabilise l'enfant en cluster. Donc il y a plein d'actions à faire, mais c'est vraiment pour ça que Ceph est génial. Il est capable vraiment de s'auto-réparer. C'est vraiment quelque chose de très pratique. En dessous, on a justement une capture d'écran du monitoring que nous avons sur notre Ceph. Donc on a justement les MGR, c'est les dashboards, mais c'est encore autre chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les monitors, on voit qu'on en a 4, vu qu'on a 4 serveurs. Actuellement, on a 51 disques dedans, mais c'est variable. On a quelques problèmes sur l'hardware. Choisissez bien l'hardware pour le Ceph. Ne prenez pas d'SSD pour les particuliers. Parce que croyez-moi, sinon vous allez vous réveiller tous les matins avec un disque qui s'est déconnecté de votre cluster et vous allez commencer à pleurer. Et je dis ça, mais c'est vraiment un enfer de vous rendre compte que tout votre cluster est en train de se casser la tête. Et du coup, vous devez retirer les disques, les réécraser, remettre des nouveaux et que ça rebalance tout votre cluster. Donc globalement, là, on utilise 1,70%. On est actuellement à 95 Tera, je crois, disponible en cluster. C'est de la Tera brute. On peut stocker différents formats dans Ceph en réplication. On peut faire du réplica par 3. Donc si vous mettez un fichier d'1 giga, ça va peser 3 gigas dans votre cluster. Après, vous pouvez tirer plus de rendement de ça en faisant ce qu'on appelle de l'érasion encoding. Vous allez découper votre objet en plusieurs éléments et calculer des codes de parité. Vous pouvez arriver en fait à un ratio 75%, mais du coup en échange, ça veut dire que sur 4 serveurs, vous acceptez d'en perdre que 1 maximum, ou alors le nombre de disques équivalent à un serveur.
Euh, Globalement, j'ai fini la partie tout ce qui est réseau, enfin toute la partie stockage et système de contre-plane. On va rebasculer sur le réseau Neutron, qui est du coup l'intelligence derrière tout cet OpenStack. Et je laisse mon camarade prendre le relais. Et c'est là où un ingénieur réseau opérateur fidèle au réseau, qui fait de l'opérateur, qui adore le réseau, se met les pieds dans le plat quand des ingénieurs système font du réseau. C'est de la merde. Excusez-moi de ma parole, mais non, c'est super bien monté, c'est super intelligent, c'est super bien pensé, mais comme vous pouvez voir, ça part dans tous les sens. C'est pas le réseau propre qu'on a en tant que réseau opérateur. Mais bon, trêve de bavaderie et d'humour. Donc deux possibilités quand vous configurez Neutron, le Provider Network ou le Self-Service Network. Quelle est la différence entre les deux? C'est simple. Le Provider Network, ça va être Neutron, qui va avoir un serveur DHCP dedans pour balancer des IP. Et en fait, c'est pas très permissif, c'est pas très hermétique. Vous faites des VLAN ou non dedans, vous mettez des IP, mais par contre, vous ne pouvez pas vous faire votre propre réseau interne à vous-même. C'est ça qui est un peu embêtant. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez créer vos propres réseaux internes, puissiez vous communiquer entre vous, même vous joindre entre vous, et créer autant de VM que vous voulez pour faire vos labs. Et donc, on a la solution du self-service. Le self-service, beaucoup plus dur à mettre en place, comparé au provider. Le provider, c'est quelques lignes, ça marche, vous faites du flat network, vous mettez votre serveur DHCP, merci, au revoir, ça fonctionne. Le self-service, ça devient plus compliqué. Dans le self-service, on va imbriquer des routeurs virtuels à l'intérieur, donc qui vont permettre de faire la liaison entre les différents lames. Nous, dans notre solution, comme vous avez vu, on a 2 rangées de lames de serveurs. Et pour vous dire, notre but, c'est que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde à travers ces lames. Je vous explique. Imaginons, vous créez votre VM, la lame 1 va dire, bon, moi j'ai de la ressource, je vais créer votre VM ici. D'autres personnes créent, la lame 1 devient inutilisable, overpowered, plus de puissance. La lame 2 arrive, elle fait, bon, bah, vous créez une deuxième VM, elle dit, bon, bah, je te mets ici. Le problème, c'est comment la lame 1 communique avec la lame 2. Alors vous êtes sur 2 VM différents, vous voulez que vos 2 VM communiquent. Et donc, c'est ça son boulot à lui. C'est de créer des routeurs virtuels, et grâce à des protocoles de niveau 3, donc le VXLAN, on en arrive, il va créer des ponts entre chaque lame, chaque VM, pour les interconnecter entre eux. Donc le principe de VXLAN, pour ceux qui ne savent pas, c'est, vous reprenez le principe de VLAN, mais c'est à travers le WAN, vous fusionnez vos réseaux privés. Imaginons que vous avez une VM à Paris et une VM à Marseille, vous devez traverser le WAN, donc l'opérateur Internet, donc vous avez tout plein de protocoles, et en fait le VXLAN, il va simuler comme si vous êtes dans le même LAN, à un seul et même endroit, dans votre réseau. À la manière du VPN, bien sûr. Et donc on arrive à la solution optimisée encore plus, c'est avec le DVR, donc ce que je vais vous parler, c'est l'optimisation des flux pour interconnecter toutes les lames différentes entre elles, pour qu'on puisse avoir peu de temps de latence et aussi une grande puissance de calcul, en fait que le routage ne pollue pas la puissance des lames de calcul, pour optimiser tout ça. C'est que, comme je vous l'ai dit plus tôt, tout ce qui est VXLANO, c'est des protocoles gourmands. Si vous êtes 200 élèves à commencer à créer des VM, et que les VM se créent dans toutes les lames, et que ça crée des VXLAN dans tous les sens, on va créer des nœuds de calcul, on va perdre des pourcentages énormes de ces nœuds, alors qu'il doit être pour vous, pour vos VM. Et donc, Neutron a mis ces technologies à disposition. Comme vous pouvez voir, en fait, il crée un layer 3 agent, donc le routeur virtuel, qui va créer des tunnels à travers les différents équipements, donc l'Open vSwitch, comme on en parlait, le Physical Network et tout ça. Pour vous faire simple, c'est un gros micmac. Pour vous dire, Neutron, c'est constamment des sauts entre carte réseau physique, virtuel, routeur virtuel, c'est que ça, constamment. Et du coup, il faut se dépatouiller avec tout ça. Il y a aussi un autre protocole qu'on devra mettre par-dessus, super, c'est toujours pas fini, qui s'appelle DPDK. Qu'est-ce que c'est DPDK? C'est un protocole qui va permettre d'optimiser les temps de calcul. Donc
Là, pour vous la faire simple, c'est au lieu d'être couche au niveau de l'application de votre noyau Linux, on descend carrément au cœur du noyau. Les calculs se font à même la couche noyau. Je ne suis pas expert là-dedans, c'est ce que j'ai lu. C'est pour, en fait, ça va gagner du temps au lieu de remonter les couches de votre système d'exploitation, et que les traitements vont se faire direct sur la couche noyau. Et donc, en fait, ça va permettre de fluidifier vos temps de calcul, de gagner du temps et de la puissance. Et donc, nous, notre but, c'est d'en arriver là pour que vous puissiez faire vos réseaux, faire vos maquettes et même vous fusionner entre vous. Par exemple, imaginons un professeur vous donne un projet, vous vous mettez par groupe, et ben en fait, vous pourrez chacun créer votre partie et la fusionner sur le même réseau. Parce que vous allez tous avoir un routeur virtuel qui va être créé dans OpenStack, et après, vous pourrez vous interconnecter entre vous pour communiquer entre vous. Plutôt sympa, hein. De quelle charge? Au niveau de quoi? Oh, au niveau puissance, on est large. Vraiment, Bon, on a prévu pour tenir toute la filière système réseau. c'est ça, niveau SRC. Parce que c'est à la demande de monsieur et nous. Dans un premier temps, on se concentre sur les SRC, c'est ça. C'est les PA qui sont les plus onéreux et les plus demandants en puissance. Donc, on a une réelle demande et on a un réel focus là-dessus pour que les PA des SRC puissent se passer, disons, dans de meilleures conditions. Donc, on va passer à la phase de prévision, parce que du coup, comme vous l'avez entendu, notre travail n'est pas fini. Alors, du coup, on a encore pas mal de choses à faire. On a justement l'ouverture d'une bêta qui arrive dans le mois. Alors, ça fait un bout de temps que j'ai qu'une bêta s'ouvre. Au final, il n'y a jamais de nouvelles. Les dernières nouvelles que j'avais données étaient en février de l'année dernière. Puis je suis revenu il y a un mois en mode « Salut, on est toujours en vie, on continue de travailler ». Donc du coup, une bêta arrive. Sur Discord, on en parle un petit peu, justement pour rejoindre cette bêta. C'est une bêta qui est fermée, parce que l'objectif, c'est d'éviter d'exploser toute la production qu'on a développée pendant un an. Donc il faut avoir une idée de qu'est-ce que vous voulez tester, déployer une infra, des exemples de conteneurs que vous voulez déployer, de la charge que vous voulez faire monter. Parce que sachez que juste si j'allume une blade à pleine puissance, la salle juste à côté, les cours c'est fini, c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de tests avant et pas mal de calibration à faire. On a également autre chose, c'est la mise en place d'un VPN mesh, parce que par défaut, toutes les VM que vous déployez sont dans le réseau public. Enfin, réseau public, c'est un réseau au seul VPN que vous avez accès, mais vous avez dans l'évolution du projet, vous avez votre propre sous-réseau, où vous mettez vos machines. Sauf que c'est bien gentil, mais il faut que vous ayez accès à ce sous-réseau-là. Le VPN Mesh répond à cette solution, c'est-à-dire qu'un routeur va apparaître dedans, et seul vous, avec du Zero Trust, vous permettra d'accéder à ce réseau et ces machines. Ensuite, on a la mise en place du système, je me suis trompé, Self-Service Neutron, voilà, qui va en rapport avec le VPN Mesh. Évidemment, il faut que je finisse le mesh avant de mettre en place Neutron, parce que dans tous les cas, l'un va pas sans l'autre, mais c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. On doit faire toute l'interface pour vous interconnecter entre notre service et vos identités à vous, parce que du coup, on ne peut pas vous donner projet illimité, vous allez avoir en fait un quota, et ces quotas, vous pourrez vous le partager entre vous, vous créer des projets en commun pour partager les ressources, et pouvoir démarrer tout ça sans faire exploser toute la production. Et ensuite, évidemment, la partie la plus longue, ça va être la configuration de toutes les ressources d'OpenStack, et ça, croyez-moi, c'est rigolo. J'ai voulu tester en créant juste un compte que j'ai nommé admin d'un projet, je me suis rendu compte qu'il était admin de l'OpenStack. C'est pas bon du tout, parce qu'en fait, vous pouvez juste supprimer absolument tout ce qui est fait. Donc voilà, c'est globalement les prévisions qu'on a pour cette année. Ça fait que 5 points, mais à côté de ça, on a le FIC, comme beaucoup le savent. On a également notre entreprise, sur laquelle on a notre alternance. On a tous les cours, et parce qu'on n'a pas assez de temps, on fait le cloud. Donc voilà. Allô? Le firewall. Ouais, le flux est en train de couper. Le firewall, oui, c'est. Alors, le firewall, l'avantage, c'est qu'il coupe. Il faut qu'on sécurise aussi tous les flux entre les différents réseaux, parce que pour l'instant, depuis le réseau public, vous pouvez aller taper les réseaux admin internes. C'est pas bon signe. Mais c'est encore la phase de développement où, justement, c'est beaucoup plus simple de dev. Ouais, c'est la dernière touche. De toute façon, la sécurité, quand vous construisez des architectures, vous la faites toujours en dernier. Vous n'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues pour rien. Imaginons, vous avez mis une règle, vous l'oubliez, vous êtes là en train de faire votre conf réseau ou autre, vous dites merde, ça marche pas, ça communique pas, je comprends pas, vous perdez du temps, vous vous énervez, vous éclatez un écran, et après vous voyez la règle, ah oui, c'est vrai, il y a la règle. Donc, ouais, il y a le clavier qui va. Alors, je vais en profiter, je vais faire une démo rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est un magnifique fond d'écran. Ouais. La bêta sera faite pendant. Donc du coup, je vais me connecter. N'oubliez pas, c'est admin et le mot de passe, c'est pas admin. Je l'ai changé depuis la dernière présentation. C'est admin d'un autre. Ah, si seulement c'était juste ça.
Alors, donc du coup, comme je suis le seul utilisateur de ce service, on voit que ça lag beaucoup au démarrage, c'est normal, c'est le temps qu'il forge en fait tous les tokens pour se connecter et qu'on puisse arriver dessus. Donc là, je me suis déjà connecté à une machine pour montrer que c'était fonctionnel, parce qu'on sait jamais, l'effet démo, c'est rigolo. Donc on va démarrer une machine. Là, on a une zone de disponibilité, donc nation 1, forcément, on n'en a qu'une seule. L'instance, on va l'appeler la démo. Non, on va l'appeler démo tout court, on va pas se prendre la tête. L'image de source, on va du coup partir d'une image Ubuntu en 24. On va dire qu'on supprime l'image qu'on crée si on n'en a plus besoin, et on va créer un disque de 10 Go. Ok. Ensuite, on va chercher une flavour. La flavour, en fait, c'est juste qu'est-ce que vous voulez donner comme performance. Chez AWS, par exemple, les MX large, tout ça, ça correspond à ça. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête. C pour les cœurs, M pour la mémoire, D pour le disque. Donc là, on a dit qu'on mettait un disque de D10, donc je vais mettre D10, et on va mettre, allez, 8 cœurs, 1 Go de RAM, et 10 Go de stockage. Le réseau, par défaut, il est connecté au réseau de l'API. C'est le réseau public par défaut, où il y a tout le monde, justement. Et je vais donner une clé qui va être la clé test, qui me permettra de me connecter à cette instance. Donc on va lancer la création de l'instance. Et là derrière, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de blabla. C'est-à-dire que du coup, le dashboard, il est gentil, mais il est en train d'aller se connecter à Keystone pour déjà dire il va falloir créer des machines, donne-moi les accès pour que je puisse aller faire ça. Ensuite, il va recevoir les endpoints, il va contacter Cinder pour aller dire à Ceph, va me créer un disque, j'en ai besoin pour une VM. Une fois que ça c'est fait, il va aller contacter Neutron en mode c'est bien, j'ai une VM, mais il me faut un réseau maintenant, donc crée-moi une IP, donne-la moi. C'est pour ça qu'on a une IP qui apparaît ici. Et ensuite, à côté de tout ça, il va appeler Nova pour dire démarre-moi une machine. L'IP, ça va être ça. Bon, l'IP, elle arrive via DHCP, c'est différent. Et à côté de tout ça, la machine, quand elle va avoir fini de démarrer, elle va être dans un réseau, elle va recevoir sa configuration via Cloud Init pour recevoir la configuration host, IP, enfin toute la configuration réseau, et on peut même aller configurer jusqu'au disque et préinstaller des packages dedans si on veut. Donc la partie la plus longue du déploiement, c'est le block device mapping. En fait, c'est justement le moment où il va prendre l'image disque, donc là l'image disque d'Ubuntu, la copier, la coller dans un deuxième emplacement de Ceph pour faire une deuxième image et démarrer dessus. Maintenant, la question c'est combien de temps ça dure, ou est-ce que j'ai un effet démo? Donc pour l'instant, on va ignorer, on va dire que on est sur autre chose. Donc, on voit qu'on va partir de la machine juste en dessous, le temps que ça se fasse, on verra après. Donc on a une machine qui est active, on voit bien qu'on a une IP. Ah, elle est déjà disponible, nickel. Donc, je vais prendre son IP, on est sur une image Ubuntu, donc du coup l'utilisateur par défaut c'est bien Ubuntu. Hop, je vais prendre le terminal que j'ai juste là. Toc. Donc là je suis sur un bastion, très pratique pour se connecter, j'ai ma clé qui permet de se connecter dessus, donc je vais faire un SSH de Ubuntu. C'est compliqué qu'on voit pas le terminal Ubuntu, c'est bon. On met son IP, ouais, alors attends. Toc. Fonte. Et bon, c'est pas mal. Et ensuite, -i, et ça va être la qui. Compliqué. .pem. Connexion refusée, la machine n'a pas encore démarré. Et du coup, on peut aller regarder ça. On va cliquer sur la démo. Allez, mon open sac. Alors, faut savoir que quand vous utiliserez tous, tout sera en cache, donc les temps de réponse seront plus courts. Celui-là qui n'a pas d'utilisateur, il n'y a pas de cache. Le cache est tout le temps vide. Donc là, on voit qu'il a démarré, on voit bien qu'il s'est appelé démo, ça devait être le temps qu'il reçoive tout son travail. On va aller revoir celui-ci. Ah, forcément, comme je ne suis pas en bash. Voilà, il veut qu'on accepte la clé. Et magnifique, on est déjà dans une machine qu'on a créée. Nickel, on voit bien qu'on a le Ubuntu démo ici. Et après, ici, vous faites ce que vous voulez, vous êtes admin. Donc, on peut mettre à jour les packages. On voit qu'on a des parties cloud archives qui sont là. C'est les images cloud de Ubuntu qui ont leur propre dépôt installé. Dans le futur, ça se sera patché. On va mettre des dépôts internes pour éviter que tout le monde se mette à télécharger 50 Go de mise à jour de Ubuntu. Exactement, on va faire de la PT cacher là-dessus. Ensuite, ce que nous on fait maintenant, parce qu'avant on faisait pas de communication, donc c'est relou. Tous les jeudis sur le labo, vous pouvez venir nous voir. Moi, je serai connecté dessus à partir de 22 h, mais après ça peut varier en fonction des jours et des. Bon, le PowerPoint avance tout seul, c'est pas grave. Je vais remettre à l'image du début. Ça, on aura un truc joli. Hop, voilà. Donc, je parle des avancées. Je peux montrer des parties plus techniques de comment on avance, montrer la configuration qu'on a. Et ensuite, globalement, c'est un peu tout. On a encore beaucoup de travail. On a bien avancé en un an. Entre toute la partie réception de l'hardware, configuration, la découverte de tous les problèmes, et croyez-moi, il y en a beaucoup sur lesquels on n'est pas passé, parce qu'il nous faudrait une conférence de 4 heures, sinon pour parler de tous ces problèmes. Mais en tout cas, on se marre bien, des fois c'est dur, mais c'est vraiment un pur plaisir de bosser là-dessus, en espérant que ce service sera utile à tous les étudiants qui seront là pour les prochaines années. Puis du coup, moi je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez endormi? C'est un projet à combien
Alors ça, c'est une réponse que je peux pas donner. Sachez que l'argent que vous donnez à l'ESG pour vous inscrire est bien investi. Voilà. Non, mais pour vous dire, il y a tout un travail derrière. Pour vous dire, on a lors de la réception des équipements, on a les dates de réception, on a tout étiqueté, tout a été classé dans des Excel. Il y a le moindre processeur RAM qui est numéro de série qui est enregistré dans des fichiers Excel. Tout est bien tracé, il n'y a pas de quoi que. En fait, tout est tracé et propre sur tout, parce qu'on se force à être propre du début jusqu'à la fin pour potentiellement, un jour, si des gens travailleront dessus autres, pourront avoir toutes les outils pour. Pareil pour la doc, on pond une documentation qu'on vous tient par la main. Je pourrais la donner à n'importe qui dans la salle et vous suivez notre doc, vous pourrez réinstaller le cloud complètement. C'est le but. Donc, au moins pour la partie réseau. Hein. Non, mais bah, voilà quoi. Le système, on les laisse tranquilles, les systèmes. Voilà, c'est ça. On a de la rigueur, ça demande beaucoup de temps. On fait ça clairement pour, certes, les 4e, 5e années, ça va être un peu chaud pour vous, mais on fait ça pour les futures générations, comme vous avez vu. Vous vous rendez compte, on a allumé une VM Ubuntu dans à peine 1 minute, alors que certains cours de Linux, quand ils commencent, on perd 1h30 pour télécharger une image Ubuntu. Donc bon, entre 2 minutes d'attente et 1h30, je pense que les professeurs de Linux seront bien contents de l'utiliser. Donc, et même pour vos cours de 5e année qui vont être bien plus lourds technologiquement parlant, ou même de maquettes de réseau, que ce soit sur Evenge ou autre, en fait, faut vraiment vous dire, c'est que ce projet est vraiment pour l'école et pour la qualité d'études, quoi. Ouais. Et du coup, comment vous voyez la maintenance sur le long terme de ce projet-là? Alors. Je serai là tous les samedis. Ouais. Non, mais. Comme je suis déjà là tous les samedis. Dans le réseau, ce qui est extrêmement bien, je sais, je vends beaucoup le réseau parce que j'adore ça, mais c'est fiable de fou en fait. Tu fais une infra, 30 ans après, elle ne bouge pas. Pour te dire, j'ai des clients chez Orange, j'ai des switches Alcatel qui sont plus vieux que moi. Le truc, si tu le rebootes, il y a moyen qu'il redémarre plus. Mais le machin, il tient. Hein. Il route, il continue. Donc côté réseau, c'est solide à mort. Le seul point de faiblesse réseau que je mettrais, c'est le réseau virtuel. C'est-à-dire qu'OpenVSwitch, je vous dis qu'on faisait du rapid spanning tree, vous allez faire, alors c'est plus exactement ça la ligne de configuration, mais enable spanning tree. Et là, vous allez avoir une tempête de broadcast, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Pourquoi? Si vous ne donnez pas les délais sur spanning tree, je ne sais pas si vous savez, vous avez un down delay, un forward delay. Si vous ne les donnez pas en secondes, OpenVSwitch ne marchera pas sur le spanning tree. Là où Cisco, juste vous activez le spanning tree, enfin d'ailleurs, il est déjà activé nativement par défaut, et vous avez les délais qui sont pré-renseignés, OpenVSwitch est une feuille blanche. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez un fichier que vous ouvrez avec Nano, comme Marc aime bien utiliser, je le taquine parce qu'il aime bien utiliser VI. Faut tout faire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut préciser le MTU. Sur ton switch, tu ne précises pas le MTU de tes ports. Bah, sur OpenVSwitch, tu dois. Si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. C'est là qu'on remarque que les constructeurs nous tiennent beaucoup la main, en fait. C'est que quand on... Hein? Oui. Non, alors, selon si on aurait déplacé Neutron, enfin certains services, on aurait dû faire du jumbo frame, mais bon, refaire une infra en jumbo frame, non merci. Quoi. Sachant qu'au-delà de ça, on a utilisé du MikroTik. Si l'un t'intéresse, MikroTik, toutes ces valeurs qui sont en décimales et en secondes, sur MikroTik, elles sont en hexadécimales. Le spanning tree, les routes sont truquées par nous. Le bridge, le switch bridge et le switch route ont été définis pour chacun des VLAN. Tu dois le mettre en hexadécimal. Par contre, de l'autre côté, tu dois le mettre en décimal sur OpenVSwitch. Donc ils se parlent ensemble. C'est de surprise en surprise que tu augmentes tes délais de deadline en fait, parce que tu te dis, bon, le constructeur il doit copier un peu comme les constructeurs Cisco et tout ça. Pas du tout MikroTik. C'est la façon de penser, la façon de faire les choses configurées. Oublie Cisco, on est à des années-lumière. C'est un peu un mindset Linux, Debian à la config. Donc on perd du temps à se reformer sur une techno pour potentiellement, imaginons, on aurait 1 milliard de budget, bien sûr, je spécule. Vous m'aurez mis du full Cisco, l'infra réseau, on n'aurait pas mis 6 mois à la monter.
En 1 mois et demi, c'était fini et on n'en reparle plus à jamais, quoi. Moi, j'en connais un qui a dit que le cloud serait fini dans 3 mois. C'est lui, hein. 6 mois à la montée, il faut voir qu'on a monté les 7 archi-réseaux différentes. Ouais. Donc c'est-à-dire que des fois, c'était jeudi, ah ben non, on change totalement, donc il faut décabler. Donc jeudi soir, après le travail, je prenais le RER, je venais ici, j'arrivais à 19h30, et je décablais tout derrière la baie pour tout recabler. Pour rentrer à la maison et faire les tests à 22h avec monsieur. Ouais. Euh, Bon, bah, c'est top. Ouais, t'avais une question, non? Oui, je sais pas, t'avais une question. Bah, merci à vous. merci d'être venu. Merci.